Il arrive parfois que l'on rencontre des idées inhabituelles, hors normes et avant-gardistes. C'est un peu ce que j'ai ressenti lorsque j'ai découvert le philosophe britannique David Pearce. Il me semble être tout droit sorti du XXIVe siècle. Il plaide non seulement pour éradiquer la souffrance humaine, autant qu'il soit technologiquement possible, mais il va un cran au-dessus, ou plutôt 10 crans au-dessus. Selon lui, notre responsabilité morale doit s'étendre à tous les organismes sentients, ce qu'il nomme le projet abolitionniste. Avant de conclure que c'est vol au-dessus d'un nid de coucou, laissez-moi le temps de décortiquer ce qu'il veut dire par là. Je vous invite déjà à regarder la première vidéo que nous avons produite sur cette thématique. Elle se focalise sur l'utilisation des biotechnologies pour atténuer progressivement la souffrance humaine, ce que j'ai appelé, sans aucune envie d'être accrocheur, du technobouddhisme. Nous allons dans cette vidéo explorer la deuxième partie de la vision du projet abolitionniste, toujours en compagnie de David Pearce lui-même. Avant de commencer, je pense qu'il est important de faire un petit prélude philosophique pour cerner correctement ce qui sert de fondation au projet abolitionniste. David Pearce est un philosophe qui souscrit à une éthique centrée sur la souffrance. C'est-à-dire que lorsqu'on considère si quelque chose est bien ou mal, cette chose doit avoir un lien avec la souffrance. Par exemple, est-ce que c'est bien ou mal de casser un caillou en deux? Ça n'a aucune importance puisque les cailloux ne ressentent rien. Est-ce que c'est bien ou mal de casser la patte d'un chien? C'est mal car les chiens ressentent la douleur. Mais pour certaines personnes, ça reste un avis subjectif. Pourquoi la souffrance devrait-elle être la base de la moralité plutôt que le plaisir par exemple? Si une personne ressent énormément de joie en cassant la patte d'un chien, ne devrait-il pas poursuivre sa passion sadique? On voit bien que c'est une proposition problématique. Mais le relativisme moral nous dit que tout jugement moral est fondamentalement subjectif. Contrairement à cette position, David Pearce est réaliste moral, c'est-à-dire qu'il pense qu'il y a des vérités morales tout comme il existe des vérités scientifiques. Pour lui, dire que la souffrance est mal n'est pas du tout un avis, c'est aussi vrai que 2 plus 2 égale 4. I think suffering really is bad, that it's mind dependent, but biological minds are part of the fabric of reality. Here is an analogy, something like phenomenal color. Phenomenal color doesn't exist outside minds, it's subjective, but nonetheless it is part of reality insofar as you believe that minds are identical with the brain. And yes, insofar as I know anything at all, I know that my suffering is bad. My agony and despair is bad. That the very nature of agony, despair, built into it is this normative aspect. This ought not to be the case. And if you're skeptical, try plunging your hand into boiling water or something like that. Built into the very nature of the experience is that it is bad. We shouldn't confuse our epistemological limitations, the fact that I can't directly access your experience, with some metaphysical truth about the world. And so I think, we need to combine this sadly self-evident insight that one's own suffering is bad with the scientific world picture, the view from nowhere, and adopt some kind of God's eye view, and that an advanced superintelligence that could impartially access all possible first-person perspectives would withdraw its hand from the fire, so to speak, in the same way that you or I would withdraw our hand if it were in the fire. It's not an open question whether your despair or agony is bad. L'éthique centrée sur la souffrance repose implicitement sur un autre concept moral appelé le sentiocentrisme. Un mot à coucher dehors qui veut simplement dire que seuls les êtres sentients possèdent une valeur morale et sont donc inclus dans notre sphère de considération éthique. La sentience est la capacité d'éprouver des expériences subjectives, même primitives. Ainsi, selon cette vue, l'environnement en lui-même n'a aucune valeur morale. Ce n'est que parce qu'il est important pour le bien-être des organismes sentients que l'on peut souhaiter le préserver. David Pearce souscrit également à une position philosophique appelée l'utilitarisme négatif. Negative utilitarianism is just a fancy way of saying that I think our overriding moral obligation is to minimize and prevent suffering. That having fun, having glorious time, it's all very well, but pleasure should never be derived at the expense of others.
Though I do argue for, yes, the creation of life based on gradients of bliss, morally speaking, I think what matters is minimizing suffering. Notre obligation morale primordiale est donc de minimiser et prévenir la souffrance autant que possible, et ce que j'aime avec sa pensée, c'est qu'il va vraiment au bout des implications qu'elle engendre, notamment sur la partie « autant que possible ». Donc voilà pour le jargon philosophique, mais je pense que c'est important pour poser les bases. Dans la première partie, nous nous sommes focalisés sur les humains. Si nous réussissons à réduire significativement la biologie de la souffrance, nos descendants vivront des vies animées par des gradients de bien-être radicalement supérieurs aux nôtres. Mais des critiques pourraient pointer que c'est très anthropocentrique. La souffrance n'est pas que l'affaire des humains. Déjà, comment pouvons-nous être sûrs que les animaux souffrent ? Pourquoi ne pas prendre au sérieux la proposition du philosophe du XVIIe siècle René Descartes, qui pensait que seuls les humains peuvent souffrir ? Les animaux ne sont que des objets mécaniques. Pour lui, dire qu'un chien souffre parce qu'il gémit lorsqu'on le dépece vivant, c'est comme dire qu'une bouilloire souffre lorsqu'elle siffle au moment de l'ébullition de l'eau. C'est pourquoi ça ne le gênait pas de dépecer des chiens vivants. Aujourd'hui, peu de personnes partagent ce point de vue. Après tout, il serait quand même étonnant si parmi les millions d'espèces animales présentes sur Terre, Homo sapiens soit la seule à expérimenter la souffrance. Bien qu'il soit difficile d'avoir des preuves empiriques sur les états de conscience subjective en général, on peut raisonner par analogie. Si un animal réagit à un stimulus comme le fait un humain, il est probable qu'il ait eu une expérience analogue. Plus un organisme possède une biologie proche d'un humain, plus il aura des fonctions similaires. Or, de nombreux animaux partagent des mécanismes nociceptifs similaires à ceux des humains, ont des zones cérébrales impliquées dans le traitement de la douleur et présentent des comportements similaires face à la douleur. De quoi pencher la balance vers le fait qu'ils aient la capacité de souffrir. Et beaucoup de personnes acceptent que les grands mammifères sont sans aucun doute capables de ressentir la souffrance. Les petits rongeurs également. Mais nos intuitions s'arrêtent souvent aux invertébrés. La souffrance d'une fourmi est un concept trop étrange. Où tracer la frontière de la sentience ? The evolutionary origins of the pleasure-pain axis are ancient. The pleasure-pain axis isn't identical with consciousness, but nonetheless, empirically, all sentient beings today seem to have some kind of pleasure-pain axis. If you consider worms, for example, worms have a dopamine and opioid system. They respond in the same way as pigs or dogs or humans to noxious stimuli. The same neurotransmitters, approximately the same genes, very, very strongly conserved over evolutionary time. So worms can suffer, yes. To be a bearer of moral status in any normal sense of the term, I think one has to be a multicellular subject of experience with a nervous system. Les centaines de gènes responsables de la souffrance sont peut-être apparus très tôt dans l'évolution des organismes sexués. Si c'est le cas, alors ils se sont transmis tout au long de l'arbre phylogénétique. C'est une conclusion vraiment déconcertante car cela multiplie significativement le niveau de souffrance dans le monde. Autrement dit, la souffrance est absolument partout. Si on pouvait la voir à l'œil nu, on serait aveuglé. Des gens qui souffrent en silence de dépression dans la rue, ou petit oiseau tombé de son nid destiné à mourir de faim ou à être dévoré, les 70 milliards d'animaux terrestres par an torturés pour finir dans nos assiettes, les chats qui s'amusent avec les souris vivantes, et les insectes qui sont dévorés de l'intérieur par la progéniture d'autres espèces. Le monde est d'une immense cruauté. Un horror show que même Stephen King n'aurait pu concevoir. Darwinian life is monstrous, essentially unimaginable pain and suffering for the past 540 million years. And sure, there is a great deal of happiness in the world and joy, but also unimaginable pain and suffering, and it's quite involuntary. Face à cette abjecte terreur que j'ai du mal à contempler pendant très longtemps sans ressentir un immense mal-être, nous avons un impératif moral de rechercher des façons de l'atténuer. On pourrait poser cela sous forme de question. Est-ce que le monde serait meilleur si la souffrance était plus faible ? Si vous pensez que non, votre position est qu'il y a juste le bon niveau de souffrance, ou alors pas assez. Si comme moi vous pensez que la réponse est oui, alors la suite est de mettre en place une feuille de route pour réduire la souffrance. Le premier endroit où une action immédiate est requise est l'élevage industriel. Je ne vais pas m'étendre en profondeur sur ce sujet et transformer cette vidéo en un plaidoyer vegan, ça va aliéner plus de monde que nécessaire et je tiens à présenter les autres aspects du projet abolitionniste. Mais c'est évident que l'exploitation animale actuelle est une des plus grandes tragédies morales de notre époque et sera probablement sévèrement jugée comme abjecte par nos descendants.
Malheureusement, la plupart des gens sont apathiques vis-à-vis de la souffrance animale, ou alors au mieux, incohérents. Lorsqu'un footballeur shoot un chat dans sa cuisine, c'est l'indignation nationale. Par contre, il n'y a plus grand monde lorsqu'il s'agit de ne serait-ce que de regarder ce qu'il se passe dans les abattoirs et fermes industrielles. Moins on en sait, mieux on se porte, comme dit l'adage. Pourtant, la différence entre un cochon et un chat est inexistante d'un point de vue sentience, et donc morale. Doit-on attendre une révolution technologique pour catalyser une révolution morale? C'est bien possible avec l'agriculture cellulaire. The very idea of meat, corpses, abused animals, I find utterly disgusting. And yet at the same time, I'm aware of the fact that most people don't have this response. So I think, it would be good to invest time and resources in systematically developing and commercializing lab-grown meat, cultured meat. Part of me is extremely impatient, just as if someone suggested that we shouldn't outlaw child abuse until we have effective robots or child robots, or that they didn't suffer. And likewise, the idea that we should not outlaw factory farms and slaughterhouses until we have cultured meat products at the supermarkets, I find repugnant. Any moral revolution that involves personal self-sacrifice, I suspect, is doomed to fail, or at least highly likely to fail. And so, it's fantastic that meat substitutes are being produced, but I very much hope that the cultured meat revolution soon unfolds, that once you have two options in the supermarket or a restaurant, the cruelty-free cultured option and the traditional option that involved horrendous suffering and killing, I think most people will go for the cultured meat animal products option. And once most people have made the transition, I think with a great deal of moral indignation, then factory farms and slaughterhouses will be closed. Nous avons un contrôle sur les animaux domestiques, donc nous pouvons réduire leur souffrance si nous le souhaitons. Qu'en est-il de la vie sauvage? Assurément, bien que le degré de souffrance y soit faramineuse, nous ne pouvons rien y faire. Eh bien, passez vite en besogne. Il existe 4 plans d'action vis-à-vis de la biosphère. Remise à l'état pléistocène, c'est-à-dire la restauration d'une grande partie de la planète dans son état avant l'impact humain. Le statu quo, essentiellement une extension de la biologie de conservation existante, avec des parcs nationaux, etc., sans tenir compte du bien-être subjectif des individus, juste de la santé abstraite des espèces et des écosystèmes. La conservation compatissante, étendre le cercle de compassion à tous les êtres sentients vivant en liberté par des interventions ciblées, extinction de la vie, pas de vie, pas de souffrance, problème réglé, voilà. C'est un peu radical, mais solution quand même. David Pearce plaide pour la 3e solution. Depuis l'apparition des outils d'édition génomique comme CRISPR-Cas9, il est possible de transmettre un gène avec quasi-certitude par reproduction sexuée, ce qui est appelé gene drive, ou en français, forçage ou guidage génétique. Pain processing is extremely complicated, hundreds of different genes involved, and yet there is the so-called volume knob for pain, the SCN9A gene. And SCN9A has dozens of different alleles, and although I think our first obligation is to get rid of factory farms and slaughterhouses, it's going to be possible to spread benign versions of SCN9A across the entire biosphere. Synthetic gene drives are first of all probably going to be used to defeat vector-borne disease in Africa. If all the offspring of a mosquito of the same gender, the population crashes. But one can, in principle, also use gene drives to target any other trait, any other characteristic of an organism one chooses. Pain tolerance, pain sensitivity is one tempting target. First, we would presumably do pilot study in a self-contained artificial biosphere to see what goes wrong, and there will be all kinds of pitfalls. But once we're then ready for open field context, it's possible to release a handful of these genetically engineered organisms, and then essentially benign low pain genes spread through an entire sexually reproducing species. En ciblant les petits animaux à reproduction rapide, il sera possible de répandre très rapidement les traits génétiques de résistance à la douleur parmi une population. Pour les grands mammifères, cela prendra plusieurs décennies. Si tous les individus sentients de la biosphère terrestre possèdent une haute résistance à la douleur, le niveau général de souffrance dans le monde sera plus faible, et c'est une bonne chose si l'on souscrit à l'éthique centrée sur la souffrance. Peut-on aller plus loin? Oh que oui. La nature est cruelle.
La famine, le parasitisme et la prédation sont des réalités aussi inévitables que les lois de la thermodynamique. La vie darwinienne est basée sur des organismes qui se font du mal. Une minorité d'activistes se soucie de la souffrance des animaux sauvages. Mais l'idée que des êtres sentients de toutes espèces puissent s'épanouir sans se faire du mal semble désespérément utopique. On a tendance à trouver la nature romantique. Les tigres, lions, léopards, ces carnivores charismatiques font la une des documentaires animaliers. On les trouve majestiques, même lorsqu'ils dévorent leurs proies vivantes ou les asphyxient pendant de longues minutes d'agonie. Si l'humanité poursuit un projet d'atténuer la souffrance sur la planète, la question des grands prédateurs devra être soulevée. Et les solutions sont, pour beaucoup de personnes, encore plus drastiques que le forçage génétique du gène SCN9A. Pour faire simple, une idée est de véganiser les grands carnivores par reprogrammation génétique et viande cellulaire. Hein quoi ? Pour beaucoup, un lion vegan n'est pas vraiment un lion. Nous arrivons ici au nœud du problème. La prétendue sacralité du terme naturel. Si une créature, de par sa nature même, cause de terribles souffrances, est-il moralement répréhensible de changer cette nature ? Prenons une créature que nous connaissons bien, l'être humain. Nous sommes une espèce naturelle. Pendant des centaines de milliers d'années, nous avons maintenu des comportements qui, aujourd'hui, conduisent tout droit à la prison à vie. Le viol, le meurtre, les infanticides. Peu de gens sacralisent les aspects naturels d'Homo sapiens. Au contraire, nous cherchons à nous domestiquer au fil des générations par des mesures sociopolitiques, éducatives et autres, afin de minimiser la souffrance que l'on s'inflige. Si l'on pousse la logique d'atténuer les souffrances dans le monde vivant, nous devrons sérieusement envisager une forme de domestication de masse, quitte à supprimer les comportements jugés naturels des espèces charismatiques. Après tout, il y a 100 000 ans, aucun loup ne pouvait s'asseoir près d'un Felis catus pendant 2 minutes sans lui croquer la tête. Aujourd'hui, des millions de familles possèdent un chien et un chat sans que ça se termine en tête croquée. Là aussi, la révolution CRISPR change la donne. Si nous acceptons la responsabilité d'une gestion compatissante de la biosphère, alors oui, les prédateurs devraient être modifiés génétiquement et comportementalement afin qu'ils ne terrorisent plus, n'éventrent et n'asphyxient plus leurs victimes. Cependant, tant que les humains maltraitent et tuent systématiquement des milliards d'êtres sentients, il est naïf d'imaginer que notre espèce aidera de manière globale les animaux sauvages. Qu'en est-il de l'explosion démographique incontrôlée qui suivrait la fin de la prédation ? At the moment today, Darwinian life, population sizes are regulated mainly by starvation and predation. But with the use of tunable gene drives, it would be possible to remotely regulate population frequencies. I mean, for large terrestrial vertebrates, one can use something like immunocontraception, cross-species immunocontraception, but there are other tools of fertility regulation too. And essentially, the whole biosphere is going to become programmable. Yeah, all kinds of scenarios are possible, some kind of panopticon, Orwellian, totalitarian state, but this power also gives us the ability to choose the approximate level of suffering or well-being of sentience worldwide. Happiness and suffering become effectively adjustable parameters. Yeah, we're going to be able to choose how much suffering, how much happiness we want to exist in the living world. Face à un tel projet, il n'est pas déraisonnable de réagir avec effroi. Après tout, l'humanité n'a pas un très bon dossier scolaire lorsqu'il s'agit d'intervenir dans la nature. Je n'ai pas trop de mal à deviner que certains d'entre vous sont horrifiés par l'idée de modifier génétiquement tout l'écosystème, même si c'est pour une raison louable, comme réduire la souffrance dans le monde. Après tout, les routes de l'enfer sont pavées de bonnes intentions. Toutefois, ce qui paraît grotesque et inconcevable peut devenir la norme quelques siècles plus tard. Les révolutions morales ont eu lieu à travers l'histoire. La France brûlait vif les homosexuels au XIIIe siècle. Aujourd'hui, ils peuvent se marier en toute légalité. Qui l'aurait cru ? Et personne n'aimerait retourner à l'ancien système médiéval. Enfin, j'espère. D'autres n'ont pas nécessairement d'objection morale, mais pensent tout simplement que ce sera techniquement impossible. Deux catégories d'objections qui sont tout à fait compréhensibles, aujourd'hui, mais qui sont difficiles à maintenir sur plusieurs millénaires. Autrement dit, gardons nos esprits ouverts sur ce que feront nos descendants en l'an 3000. On en vient presque à se demander, si l'humanité acquiert un pouvoir quasi divin sur le monde, doit-on agir comme des dieux ? Notamment sur l'aspect de la bienveillance, pilier des concepts monothéistes. Et il est intéressant de faire le lien avec nos plus anciennes traditions éthiques. L'Ancien Testament, le loup et l'agneau mangeront ensemble. Jusqu'au bouddhisme, que tous ceux qui ont la vie soient délivrés de la souffrance. Aujourd'hui, nous avons juste à finaliser les détails techniques pour accomplir ces souhaits. Est-ce que ça pourrait mal tourner ? Absolument, c'est presque garanti. D'immenses défis diplomatiques nous attendent également avant que l'humanité ne s'accorde collectivement sur les principes de base d'une gestion éthique des écosystèmes. La biosphère ne respecte pas les frontières des États-nations, et le forçage génétique non plus. Minimiser à moindre coût
et efficacement les souffrances inutiles dans la nature mérite de faire l'unanimité, même parmi les personnes moralement apathiques. Transformer la planète en un parc national géant n'est pas une décision à réserver à une poignée de personnes. N'oublions pas que ce n'est pas un projet pour la fin du siècle, plutôt pour les 10 000 prochaines années. Mais on peut d'ores et déjà peser le pour et le contre, améliorer nos considérations éthiques sur la base d'arguments solides et faire évoluer le discours, car le plus gros défi ne sera probablement pas technique, mais sociologique. Un fait terrible mais autrefois inévitable de la vie organique devient une question de choix moral qu'une seule espèce devra considérer. In terms of the abolitionist project, at least as I envisage it, yes, we need to extend our circle of compassion beyond mammals, ultimately to insects, to practice, if you like, high-tech Jainism and advances in genetic engineering, synthetic gene drives, AI are essentially going to make the entire biosphere amenable to reprogramming, micromanagement and control. Plus notre pouvoir sur le monde grandit, plus nous avons de responsabilités morales sur ce qui nous entoure. Après tout, lorsque des gens s'opposent à l'éradication d'une forêt, c'est bien car cela va créer beaucoup de souffrance pour les animaux. Mais si nous avons des outils capables d'empêcher les animaux de souffrir, et que nous choisissons de ne pas les utiliser, est-ce immoral ? L'inaction est un acte en elle-même, ou en tout cas possède des conséquences. De grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, comme le dit Oncle Ben. Mais cela implique également une grande complicité. En affirmant qu'on ne devrait pas chercher à réduire la souffrance dans le monde vivant, on doit accepter les conséquences morales de cette inaction, à limiter volontairement notre cercle de compassion. David Pearce est l'invité de notre podcast Humain Demain lors d'une longue conversation de près de 2 heures, incluant l'impératif hédonique, le projet abolitionniste, mais également la conscience, le futur de l'humanité, le transhumanisme et autres questions philosophiques et futuristes, bientôt publiées ou alors très prochainement. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner pour découvrir nos prochains épisodes toujours consacrés au futur. Et n'hésitez pas à explorer nos précédentes vidéos et podcasts dans les différentes playlists. Merci de cliquer sur j'aime ou j'aime pas afin de nous rendre plus visibles aux algorithmes de YouTube, ce qui aide la chaîne à croître. Si vous avez des remarques ou un avis à donner, les commentaires sont là pour ça, et vous pouvez aussi rejoindre le Discord The Flares, lien dans la description. Et enfin, sur le site the-flares.com, nous produisons du contenu exclusif premium, comme des documentaires ou des résumés audio de livres. L'avenir est une nuit noire dans laquelle nous ne pouvons pas nous permettre d'avancer aveuglément. C'était Gaëtan pour le collectif The Flares. Nous sommes vos fusées éclairantes. Nous sommes The Flares. Merci et à bientôt.